m'appelle Clément Marcoux. Bonjour à tous, UFC 268, Kamaru Usman contre Colby Covington. Donc Clément Marcoux nous a préparé une petite étude morpho-anatomique sur les qualités physiques de Kamaru Usman et donc il va tout nous dévoiler. Donc j'ai récupéré des photos en fait de Kamaru, donc de son physique, pour analyser musculairement et on va dire le lier à la biomécanique et aussi à son schéma technico-tactique pour vraiment que les gens comprennent pourquoi il est aussi fort et pourquoi tu sais qu'il a 100% de défense de takedown, Kamaru Usman. Et donc pourquoi? Alors déjà il a un physique de sprinter. C'est-à-dire qu'il a le grand glutéal qui est fixé haut sur le ciliaque. Donc il a des mollets aussi qu'on voit qui sont très tendineux. Qui sont pareil, fixés haut. Pour les vis. Donc en fait ils vont être fixés assez haut, les mollets, donc les muscles des mollets, et pareil au niveau des fessiers. On le voit, pour ça qu'on a pris James Bond avec nous, d'accord, pour l'illustrer. Et en fait, ce qui fait qu'il arrive à générer de la puissance, même, donc une certaine vélocité, en quelque sorte, que ce soit pour les attaques ou pour la défense. En fait, il arrive à générer ceci parce qu'il a le physique qui s'apparente un peu au sprinter qu'on peut voir, d'accord. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on voit, par exemple, avec les physiques un peu tassés, comme un Johnny Hendricks avait à l'époque, etc., lui, il est vachement plus aérien. Il a, je pense, des préférences motrices qui sont vers l'avant. Ensuite, il a une chaîne postérieure qui est extrêmement forte. Pourquoi? Parce qu'en fait, son grand dorsal, pareil, il est fixé extrêmement bas. Il a aussi des longs segments, surtout un long radius. Donc en fait, il faut savoir qu'il fait 1,83 m, mais il a 193 cm d'envergure, donc d'allonge. C'est 10 cm de plus que Colby Covington, par exemple. C'est énorme. Donc en fait, il a des longs segments, il a une belle largeur de clavicule. Donc, juste, t'arrêtes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ces longs segments peuvent l'aider pour le défendre en lutte? Alors, non seulement il aide pour défendre, mais aussi il aide pour l'attaque. C'est-à-dire, il aide pour défense, pour l'escrime, pour tenir la distance. Parce qu'en fait, une des premières principales défenses de lutte, c'est de passer les bras en dessous de l'adversaire. Et plus les bras sont longs, plus c'est facile de glisser en dessous de l'adversaire. Et surtout de le remonter. Donc vous allez avoir la possibilité de le remonter à votre adversaire. D'accord. Et en fait, là où on s'aperçoit, je ne sais pas si tu te rappelles, le combat contre Tyrone Woodley, il part en double leg, il arrive, ça passe pas, il remonte en gréco, un peu comme fait Khamzat. Et de là, il a énormément de facilité à l'arracher. Donc pour me joindre les deux mains derrière. Voilà, parce qu'il a beaucoup de facilité à rattacher, à rassembler les deux mains derrière, même quand on a l'esgrime, donc même quand on a un bras à l'intérieur. Donc il a une belle largeur de clavicule, il a une trompe qui n'est pas long, en plus de ça, donc il a un carré de l'ombre qui est extrêmement puissant, un grand dorsal qui est énorme, la partie supérieure du trapèze médial et inférieur sont surdéveloppées. Il a vraiment une chaîne postérieure qui est hors norme, que ce soit au niveau du grand glutéal, au niveau des ischio-jambiers, même au niveau du triceps sural. C'est vraiment impressionnant, même s'il est beaucoup tendineux sur le triceps sural, mais on sent vraiment que c'est une véritable force de la nature. Alors, ce qui est un peu plus, on va dire, un peu plus surprenant, c'est qu'il arrive à réitérer cet effort et à réitérer cette puissance. Il a un physique de sprinter. Et en général, un sprinter n'a pas un physique endurant, comme on dit, au niveau pour réitérer la force. Ouais, bien sûr. Et comment tu peux expliquer que lui, est-ce qu'ils sont passifs de lutteur universitaire qui fait Alors, le passif, surtout, je pense que le passif joue un coup. Attention, il est très fort en gestion d'effort. C'est-à-dire que Kamaru, on le voit contre Covington, il n'aime pas le volume que lui propose Covington. Par contre, lui, quand il est dans son effort à lui, il sait la capacité qu'il a à réitérer cette puissance. Orienté vitesse ou orienté force, peu importe. Il arrive à la réitérer, mais surtout qu'en plus, il amène les gens dans un profil, on va dire, morpho-anatomique qui lui convient. Quand il va au clinch, il est dans son domaine, son anatomie est faite pour arracher un individu, un peu comme Khamzat, pareil. C'est pour ça que Khamzat part beaucoup en gréco, après ses double legs, parce que comme il est grand, automatiquement, il a la facilité à lever ses adversaires. Lui, Kamaru, en plus de ça, en plus de Khamzat, c'est comme il a cette chaîne postérieure pour arracher, donc ponter, un peu comme un soulevé de terre, par exemple, à créer une extension de hanche, et bien, il lève les individus avec extrêmement de facilité. Et donc, mais pareil pour le single leg, pareil pour le double leg, donc en plus de ça, ces segments... Du coup, son physique aurait des prédispositions, ce qu'il ne fait pas, mais à partir vite et fort dans les jambes. Oui, il a des prédispositions, mais il ne peut pas le faire. Alors, il y a des raisons. Tu sais, les blessures au genou. En fait, il a des problèmes à la patella, etc. Je ne vais pas revenir. En fait, ce qu'il y a surtout,
Parce que je pense qu'il a une pathologie en fait, qui a dû s'aggraver au niveau du ligament collatéral latéral, en fait, d'accord, qui est à l'intérieur. Et apparemment, il ne pourrait plus. Ouais, bon, après, il a vraiment un problème. Hein. Je te dis franchement, je pense que. Qui est fréquent chez les lutteurs. Ouais, alors là, vous avez. Je saisis. Vous avez un genou ici. Donc, en fait, il est touché au niveau de tout le ligament. Je pense même qu'il est touché au niveau du nerf saphène aussi. Exact. Et en fait, c'est ce ligament, apparemment. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ce ligament, en fait, qui lui, est apparemment vraiment touché. Celui-là, ils disent, alors je le vois souvent avec des genouillères, en fait, des genouillères qui s'apparentent un peu à ce que les gens ont eu les croisés, tu sais. Donc, on ne sait pas tout. Est-ce qu'il peut-être qu'il ne veut pas dire aussi, mais moi, je pense qu'il a une rupture partielle. Parce qu'on ne le voit jamais. Moi, je pense qu'il a une rupture partielle carrément des ligaments croisés, donc il a une instabilité au niveau de la rotule. Donc, les ligaments croisés qui sont ici, hein, les amis. Et donc, je pense que c'est ce qui fait qu'il ne veut pas se faire tasser. Et du moins qu'il ne veut pas prendre de risques. D'accord. Et même dans sa façon de mettre les kicks, tu t'aperçois qu'il y a quand même une appréhension quand même, hein, au niveau de ça. Surtout bizarrement au niveau au genou de la jambe arrière. Mais je pense que j'ai une explication. C'est parce qu'en lutte, c'est la jambe forte qui est devant. Contrairement au MMA. Donc, quand il luttait, il avait sa jambe forte. C'est intéressant. Maintenant aujourd'hui qui est jambe arrière, et du coup qui fait donc on le ressent. Et donc voilà. Et donc Kamaru, en fait, pourquoi aussi je pense qu'il tape fort, c'est parce qu'il arrive à générer un peu cette élasticité, donc cette vélocité, quand il veut faire un coup, ou quand il veut projeter, un peu comme Francis Ngannou. En fait, quand j'ai comparé leur physique en photo, je me suis aperçu qu'ils avaient beaucoup de similitudes avec Francis, sauf que Francis fait, on va dire, des coups qui partent de l'extérieur vers l'intérieur, alors qu'il est plus rectiligne, tu vois, Kamaru il est plus en ligne dans sa boxe. Mais tu t'aperçois quand même qu'ils ont une physique qu'on vous mettra à la photo, mais qui se ressemble. Bon, il est plus défini automatiquement, il est en dessous de moins de 77 kg. Mais pareil, hein, Francis a un énorme dos, une très grosse chaîne postérieure, des mollets, un triceps sural qui est différent, une assise qui est différente, mais quand même qui est vachement. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux individus. Donc il a un grand dorsal, donc j'ai pris des notes parce que comme j'ai la photo, donc je vois sur ses muscles, il a un grand dorsal, comme je disais, partie supérieure du trapèze, médial et inférieur, qui est disproportionné. Même le grand rond, le petit rond, on le voit. Non mais c'est incroyable, franchement, que ce soit pour l'abduction, l'adduction, que ce soit pour les tirages horizontaux ou pas, il a vraiment un dos pour arracher des gars, quoi. Ça c'est clair et net. Il ne faut pas se leurrer. Et je pense même aussi que les trapèzes disproportionnés qu'il a, et en plus il a, que ce soit le longissimus, etc., des muscles qu'on a au cou, ils sont vraiment disproportionnés également. Je pense que ça l'aide aussi à encaisser les chocs parce que tu sais, il avait beaucoup de retournées, tu te rappelles, on l'avait vu ensemble. Et il n'avait pas bougé d'un millimètre. Contre le Danois, contre le Danois. Il n'avait pas bougé d'un millimètre. Donc voilà, ce qui fait que, j'essaie de vous faire une petite explication, ce qui fait que Kamaru est si fort, c'est cette morpho-anatomie qui est liée en plus avec son schéma technico-tactique et qui en plus est liée, je pense, avec son facteur génétique. Et son passif de lutteur. Et en plus de ça, ça vient nourrir en fait la lutte qu'il a pratiquée en étant jeune. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Kamaru voulait se qualifier pour les JO en lutte. Mais il n'a pas pu à cause de ses blessures. Il me semble une blessure à l'épaule, plutôt à l'infra-épineux exactement. Et aussi, je vous disais tout à l'heure, au ligament latéral, collatéral latéral, pardon. Donc voilà les amis. Donc on vous fera un peu des revues comme ceci, de temps en temps. Mettez-nous en commentaire les revues des combattants qui veulent qu'on fasse. Et là, on va recevoir encore un accessoire supplémentaire où on pourra vraiment illustrer nos propos avec des photos, etc. Et vraiment voir ça un peu plus intéressant, que vous compreniez aussi pourquoi, quand on fait les programmes d'entraînement aux athlètes, comment on les conçoit, etc.